Je recadre tout de suite ce que je vais vous dire. Tout ce que vous allez entendre, ce sont des jeunes qui me l'ont écrit de façon spontanée. Donc, comme l'a dit Rochane, il s'agit de jeunes en apprentissage, donc en alternance. Ils ont 20 ans. Ils passent des diplômes éducation nationale, mais travaillent en entreprise. Et tout de suite, là, vous m'imaginez comme si j'avais 20 ans. Je sais que c'est difficile. Et moi, j'en ai assez. Parce que j'arrive et j'ai des cours où on me balance un contenu classique. J'en ai assez parce que j'ai des cours où on me donne des problèmes à résoudre. Ça, c'est un peu plus interactif, j'aime bien. Et moi, je voudrais un scénario ouvert. Donc, je vous répète, j'ai 20 ans. Si j'en avais 50, je ne sais pas si j'aurais le même discours. Hein. Alors là, je me reprends la casquette formateur. Mon hypothèse, c'est que ces scénarios que j'appelle ouverts, ils vont permettre de réguler un peu mieux la motivation, qu'elle soit intrinsèque ou extrinsèque, ça on pourra en discuter. Ils proposent une meilleure adéquation entre ces deux générations dont parlait Rochane et l'activité en entreprise. Ils mettent en avant des compétences qui ne sont pas souvent mises, des compétences qui sont liées à un concept que j'adore qui s'appelle l'apprentissage autorégulé, self-regulation learning pour ceux qui tapent sur Google, et puis surtout qui vont provoquer un renforcement que j'appelle d'ordre social. Je ne sais pas du tout, moi je ne suis pas universitaire, donc je ne sais pas du tout si c'est correct, mais c'est ce que je ressens. Donc là, je reprends ma casquette et je vais vous lister et vous lire quelques témoignages de ces étudiants. Donc, il s'agissait d'un scénario ouvert, sans aucune aide méthodologique. La consigne était la suivante, sur plus de 800 apprentis, créer un environnement de révision pour les examens qui arrivent, numérique bien sûr, nous sommes dans le numérique, pour vos camarades, vos collègues de travail. Alors, est-ce que ça fonctionne pour la motivation? Eh bien, la première chose que m'ont dit ces étudiants, nous savions que nous avions des atouts à faire valoir auprès des autres étudiants. D'accord. On voit vraiment là l'envie de se projeter et de montrer qu'on a d'autres compétences. Ensuite, la deuxième motivation, c'est dans le choix du sujet. Au final, l'anglais a primé. Car après réflexion, on s'est dit qu'avec ce système, on pourrait gagner 2 ou 3 points à l'oral. Là, on est vraiment dans l'énonciation de la récompense, de la motivation extrinsèque, hein, une note ou quelque chose comme ça. Ce statut de l'erreur est extrêmement compliqué à gérer pour beaucoup de gens. Le fait de dire oui, j'ai peut-être pas assez étudié, oui, je suis peut-être souvent en retard, oui, ceci, oui, cela, et oui, c'est de ma faute, et oui. En fait, l'expérience, j'ai mis à titre personnel en place un environnement collaboratif pour des collègues qui l'utilisent au quotidien, et c'est aussi la matière que j'enseigne. On s'est posé la question en préparant la conférence, finalement, est-ce que l'outil qui a été mis en place est utilisé? Ma réponse basique était, il est utilisé de base. Donc, la plupart des utilisateurs l'utilisent d'abord, souvent contraints et forcés, parce que dans certains cas, c'est la seule ressource qui existe encore, donc ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de l'utiliser. D'autre part, l'ensemble des fonctionnalités annexes n'est pas utilisé, ou en tout cas très très peu. La réflexion qui arrivait tout de suite après, effectivement, c'était pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer ça? Pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas? Parce que d'abord, c'est un nouvel outil. Petite parenthèse, un nouvel outil n'est pas forcément un nouvel outil, soit qui vient de sortir, soit qui vient d'être mis à disposition. Ça peut simplement être un outil qui existait déjà avant, mais qui n'était pas utilisé du tout. Un nouvel outil, c'est du changement. Qui dit changement, dit en général la réticence au changement. On est beaucoup, moi y compris souvent, à ne pas vouloir changer. On a nos habitudes, on a les choses qu'on utilise, qu'elles soient bien ou pas, mais on sait comment faire avec, et donc c'est ça qu'on utilise. La peur du changement aussi, en disant « moi je maîtrise quelque chose, je dois passer sur autre chose », j'ai peur de ne pas retrouver mes marques, de ne pas savoir m'en servir, d'avoir l'air ridicule, tout ce qu'on peut imaginer d'autre. Donc le changement est rarement, en tout cas, le bienvenu. Si le changement est le bienvenu, 2 éléments qui peuvent m'empêcher, moi, d'utiliser l'outil. D'abord, c'est le manque de temps. J'ai envie d'apprendre le nouvel outil, j'ai envie de me servir de ça, mais je n'ai pas le temps entre les cours que je dois donner, ou inversement les cours que je dois suivre, la vie de famille, les préparations, les corrections et tout le reste. Quand finalement, fin de journée, j'ai trouvé une demi-heure, il est trop tard, ou j'ai encore un mail qui arrive, je dois faire quelque chose avant de partir, clairement, je n'ai pas le temps.
Parfois aussi, si j'ai le temps, c'est un manque de ressources. Là, je suis assis à mon PC, j'ai le temps de me former, par où est-ce que je commence? Est-ce que j'ai un guide? Est-ce que j'ai une vidéo qui m'explique par où est-ce que j'aborde cette forteresse qui est le nouvel outil numérique au sens large? Alors évidemment, on va essayer dans les 2 minutes 30 qui me restent d'avoir quelques clés. Ça passe hyper vite. Je suis d'accord avec l'idée que ça passe trop vite et que c'est trop court. Je vais faire rapide. Donc, première clé, c'est effectivement que je puisse avoir accès aux outils. Que l'outil soit mis à disposition, soit de manière publique, parce que c'est un fournisseur externe qui le met, j'ai accès au Google Apps, j'ai accès à n'importe quoi, soit parce que l'entreprise, l'organisation au sens large, me donne l'accès, avec éventuellement des avantages pour elle de pouvoir réguler certaines choses ou pas. On a introduit l'e-learning dans les cours de français en septembre, donc ça fait, allez, on ne va pas dire une année scolaire qu'on le teste. Ouais. Voilà. Merci, c'est pour bientôt. Et ça fonctionne très bien, hein, donc je suis perdue maintenant avec tout ça. Oui, voilà. Donc, on l'utilise principalement pour les stagiaires qui se destinent à une formation d'employé administratif et de comptable. Bien sûr, avant de mettre l'e-learning en place, il y a eu tout un travail en amont qui a dû se faire, puisqu'on a dû collecter, chercher tout ce qui existait comme site en ligne, voir ce qui était intéressant, ce qui n'était pas intéressant pour les exercices, des dictées, etc. Donc ça nous a déjà pris un certain temps. Et parallèlement à ça, grâce à Aisha et à Roshan, on a pu se former au Google Apps, puisque c'est avec cela qu'on travaille maintenant pour l'e-learning. Et donc, concrètement, on utilise l'e-learning en général une fois par semaine. Donc, on consacre un cours sur 4 à l'e-learning dans nos cours de français pour le moment. Et on utilise donc tout l'environnement Google, donc le Drive, Classroom, etc. Donc c'est quoi Classroom? C'est la plateforme qu'on utilise et que les stagiaires utilisent aussi. Qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Elle permet notamment de poster des annonces, donc c'est-à-dire de dire ce qu'on attend du stagiaire ce jour-là, de poster des devoirs avec les différents liens d'exercices de français en ligne, de poster des dictées, et de poster également des tests que l'on a fait nous-mêmes, grâce aussi à l'outil Google. Donc voilà. Alors quels sont les avantages? Puisqu'évidemment, si on a mis ça en place, c'est qu'il y avait des avantages. Quels sont les avantages pour les stagiaires d'abord? Mais donc ils ont envie d'utiliser les nouvelles technologies, donc déjà ça les motive. Oui. Puis ils sont beaucoup plus autonomes dans leur apprentissage, ils sont beaucoup plus responsables de leur apprentissage. Pourquoi? Parce que chacun avance à son rythme. C'est-à-dire que si un stagiaire fait 10 exercices et que l'autre en fait 3, peu importe, c'est pas important. L'important, c'est que finalement, au bout d'un certain temps, ils aient acquis la matière. L'avantage, c'est qu'ils peuvent refaire les exercices plusieurs fois, alors que sur papier, il faut typexer si on veut commencer à refaire l'exercice. Donc là, ils peuvent refaire les exercices autant de fois qu'ils veulent, à la maison s'ils le veulent. Ils peuvent refaire les dictées, ils peuvent refaire les tests, donc ça, c'est vraiment bien. Ils peuvent trouver la théorie, donc ils peuvent vraiment travailler en autonomie. Okay. Les avantages pour le formateur, évidemment, il y en a aussi. Donc déjà, c'est chouette aussi pour nous d'utiliser les nouvelles technologies. Ça casse la routine habituelle de toujours donner cours, gérer de la même façon. Il y a un énorme gain de temps au niveau des corrections, puisqu'on utilise un système de correction automatique, Flubarou pour ceux qui connaissent, et qui permet de corriger, que ce soit 5, 50 ou 100 copies, ça prend le même temps pour corriger les copies, donc ça c'est vraiment un gain de temps. Et puis c'est motivant pour le formateur aussi de voir que les stagiaires sont motivés, donc je veux dire c'est chouette aussi de voir que ça fonctionne et que ça les motive. Bonjour à tous. Bon, voilà, pour d'abord définir, moi je suis formateur en construction, en plafonneur cimentier, qui est un métier fort manuel, où la gestuelle est... Pas compris. Parle plus fort. Oui? Ah bon. Donc, où la gestuelle est très importante, et je constatais souvent que mes stagiaires avaient beaucoup de mal et une grosse crainte de me demander de venir à chaque fois remontrer l'exercice, remontrer la technique de la gestuelle adéquate par rapport au métier. Et ils se retournaient vers le web. Donc, ils allaient sur YouTube et ils allaient regarder des vidéos qui, malheureusement, ne sont pas toujours adéquate par rapport au métier.
Donc il y a des bricoleurs qui mettent des vidéos ainsi en ligne. Il y a des gens très bien aussi, hein, il y a des vidéos qui sont très bien faites. Mais je trouvais que j'avais comme réponse ah ben j'ai été voir sur YouTube, monsieur, et j'ai vu qu'on faisait comme ça. Je dis non, non. Écoute, tu dois partir à partir de bonnes bases. C'est pas calqué par rapport au métier exactement. Ce sont des bricoleurs qui ont fait ça, même ils sont de bonne volonté. Ça n'était vraiment pas proche au métier. Et donc j'ai décidé, en apprenant que Lydie avait réalisé des tutoriels relatifs à la prise en charge de capsules vidéo, hein, la réalisation de capsules vidéo. Donc, elle est venue en stage chez nous et je l'ai visionné ces capsules vidéo avec l'aide de mon collègue Simon. On a décidé de mettre en place des capsules vidéo se liant parfaitement au référentiel de formation. Comme ça, on était vraiment... les stagiaires étaient demandeurs de pouvoir visionner ça régulièrement. Et l'avantage des capsules vidéo, c'est qu'on pouvait les visionner sur n'importe quel support, que ce soit en vidéoprojection en salle de cours, que ce soit sur des écrans. Parce que dans notre centre, nous avons mis en place un écran mobile qui peut circuler dans l'atelier et qui permet aux stagiaires de voir en continu la vidéo en boucle tout au long de sa formation par rapport au moment donné de la formation. Donc, au départ, on a visionné les capsules vidéo. Et puis on s'est rendu compte que c'était très très facile, très simple d'utilisation. Par rapport à moi, personnellement, j'ai utilisé avec mon GSM, quoi. Et c'est très bien expliqué et franchement, c'est à la portée de tout formateur. D'accord ? Alors ce que je vous propose, c'est de regarder justement une des capsules vidéo que j'ai réalisées, que j'ai réduit fortement. Une capsule en général fait entre 7 et 10 minutes. Ici, je l'ai réduit au plus court possible en 2 minutes. Et vous allez vous rendre compte que c'est très simple à faire. Alors, je vais parler de l'expérience en second lieu de la création d'une communauté sur Internet qui s'appelle « Co-construire de nouveaux savoirs à partir de nos expériences ». Là, pareil, je vous ai mis le lien sur mon intervention. Le but, c'était que chacun ancre de nouveaux savoirs sur les savoirs qu'il porte, mais en même temps qu'il partage les savoirs qu'il porte. On ne peut pas dire que cette communauté se soit beaucoup centrée sur les savoirs d'expérience de chacun, parce qu'il y a une grande réserve de chacun à mettre à jour ses propres savoirs et à se mettre en avant comme sujet singulier parce que l'école ou même la formation a complètement nié la singularité des individus au profit d'un homme général ou un élève ou un apprenant ou un formé ou ce qu'on veut un peu moyen. Donc cette communauté, elle a fonctionné à partir du MOOC Itipa, Internet outillé pour apprendre. Dans le MOOC Itipa, les gens étaient, moi j'étais sidéré parce qu'ils avaient une soif d'outils, mais incroyable, d'outils numériques bien sûr. Hein. Ils voulaient connaître le dernier truc, le dernier machin, comment s'en servir, etc. Et ils se partageaient des outils. Bon, mais les outils, c'est fait pour quoi? C'est souvent des outils très sophistiqués, hein, sophistiqués. Pour moi, si on veut partager avec des gens, il faut que les outils soient simples. C'est pour ça que, bon, moi personnellement, j'utilise Google parce que c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus partageable avec tout le monde, sans s'inscrire, sans ci, sans ça. Chacun est à même de participer selon son désir et de ne pas participer, de lire même, de lire quand ça lui chante. Et voilà. Donc co-construire, ça a été un peu l'inverse. Donc je vais d'abord commencer, si vous voulez bien, par revenir sur les propos des orateurs qui nous ont fait l'amitié de partager des expériences très pratiques
Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que souvent, les universitaires, ils parlent de plein de choses, mais ils ne font pas. Alors que là, on a des praticiens, des gens qui font, des faiseux, hein, quelque part. Alors, paraît-il que Dieu a mis 7 jours pour créer le monde. Je pense que sur le monde pédagogique numérique, là, on va essayer de voir en 7 jours ce que nous proposent nos amis. Alors, lundi, premier jour, hein, Jacques nous dit « tout est possible », scénario ouvert. Donc, il y a une première étincelle qui Fiat Lux, hein, c'est le côté aussi un peu sulfureux. Hein, je suis en capacité d'aller défier mon autorité lorsque l'intérêt pédagogique supérieur est en jeu. Ce qui nécessite, on le voit là, dès à présent, ce que j'appellerais une sécurité ontologique du formateur, être en capacité de se positionner. Et donc, un travail, une assurance personnelle dans la vie, une sécurité pour pouvoir dire ça c'est important et je m'y tiens et je le ferai. Et donc on sent qu'il y a cette prise de risque, cette volonté-là qui est très très forte. Il nous parle également quelque chose, et c'est très lié en fait, hein, dans cette posture, de la liberté de l'homme pour apprendre. Hein. Il nous parle de son SRL, hein, Self-Regulated Learning, donc c'est une posture également, donc qui est très chère quand on parle d'apprenance, hein, c'est les dispositions pour apprendre. Moi, ça me parlait beaucoup, tout ce qui a été dit. Et moi, je fais un lien également entre ce qui a été dit et puis les démocraties dans lesquelles nous vivons. Hein. Moi, je pense qu'il y a un lien très étroit entre les formes pédagogiques collaboratives, les façons d'apprendre d'apprendre ensemble, en quelque sorte, dans une salle, et puis qu'est-ce qu'on retrouve ensemble dans le pays et dans la démocratie. Et donc, les approches qui nous sont proposées avec cette difficulté de l'effacement du formateur, hein, tel que ça a été indiqué, me semble tout à fait utile d'un point de vue sociétal, c'est-à-dire que peut-être on commence déjà par là à laisser de la place à l'autre pour apprendre. Voilà, ça c'est la question. Alors la question technique hein, pour les formateurs, c'est comment créer des environnements à habiter. On peut imaginer que nos stages, nos dispositifs, nos formations soient des lieux à habiter. Quelle place laisse-t-on aux stagiaires? Quelle maîtrise d'usage invente-t-on? On a traditionnellement dans la formation une maîtrise d'ouvrage et une maîtrise d'œuvre. Celui qui commande ce qui doit être appris et celui qui répond à ce qui doit être appris. On oublie souvent la maîtrise d'usage. Il est certainement intéressant de faire évoluer cette dimension-là en créant une maîtrise d'usage. Et la maîtrise d'usage, elle doit être portée par l'habitant du stage. Donc on peut aller très très loin dans ce type de pédagogie de scénario ouvert. Moi, dans ma carrière, je suis même allé jusqu'à laisser du budget de formation à gérer à des cadres qui devaient se former, en leur disant, voilà, vous avez 3 000 €, le scénario pédagogique ou les intentions, c'est ça, maintenant répondez-moi. Donc on peut oser, on peut essayer d'aller le plus loin possible. Hein. En tout cas, faire ce type de pratique, moi je me suis tout à fait retrouvé dans ce que nous a proposé Jacques. Alors le mardi, deuxième jour de la création, John nous dit qu'il nous faut changer de posture. Il nous parle des peurs qu'on peut avoir face à un cadre vide. Il est un peu dans la même philosophie que Jacques, hein, d'une certaine façon. Et se changer de posture, moi, ça me faisait penser à Gandhi qui nous disait se changer soi-même pour changer le monde. D'une certaine façon, ça commence par soi. Hein, si on veut changer l'éducation, les systèmes scolaires ou des systèmes qui nous conviennent moins, on commence par soi-même. Hein, c'est ce que nous invitait à faire John. Et d'ailleurs, John, à un moment donné, à une question de l'auditoire, répondait plutôt par une question que par une réponse. Et ça, c'est la posture maïotique, d'une certaine façon, qu'on peut adopter ou réadopter, parce que c'est pas tout nouveau. Hein. Moi, Roshan me présentait en charge de l'innovation. Moi, je pense qu'il y a peu d'innovation en pédagogie. Il y a plutôt, je parle plus modestement, de diversification des apprentissages, parce qu'on réinvente en permanence, on redécouvre, mais il faut faire ce chemin par soi-même. Hein. Donc ça, c'est intéressant. Donc la question qui nous